Mesdames, Messieurs, à 72 ans, Jean Gabin a surpris même ses proches en révélant les 6 artistes qu'il admirait le plus au monde. Lui, l'homme aux silences éloquents, au regard d'acier, celui que l'on appelait le monolithe du cinéma français, a livré un hommage inattendu, presque intime. Ce n'était pas une interview ni une conférence de presse, c'était une conversation discrète entre 2 verres de vin rouge à la fin d'un tournage. Ce jour-là, Gabin a nommé 6 noms. Pas ceux que la presse aurait devinés, pas ceux qu'il avait combattus, mais ceux qui, dans l'ombre, avaient nourri sa quête de vérité et de justesse à l'écran. Pourquoi maintenant ? Pourquoi un homme si réservé, si dur en apparence, a-t-il éprouvé le besoin de tendre la main vers ses pairs ? Et qu'est-ce que cela révèle, au fond, de Jean Gabin, l'homme derrière la légende ? Jean Gabin, de son vrai nom Jean-Alexis Moncorjet, est né le 17 mai 1904 à Paris. Fils d'un chanteur de café-concert, il grandit dans une famille modeste mais baignée de culture populaire. Dès ses débuts sur scène au Moulin Rouge, il impose un style à contre-courant. Sobriété, retenue, regard grave. Ce qui aurait pu passer pour de la froideur devient rapidement une marque de fabrique. À l'écran, Gabin ne joue pas, il habite chaque silence, chaque pause. Sa carrière cinématographique explose dans les années 1930 avec des chefs-d'œuvre comme La Belle Équipe, Cadet Brume, Pépé le Mocco ou encore Le Jour se lève. Dans ses rôles d'homme fatigué, blessé mais digne, il incarne la France populaire, celle qui souffre mais ne se rend jamais. Il devient rapidement le visage d'un cinéma humain, poétique et profond. Mais ce succès fulgurant ne l'a jamais aveuglé. Gabin est connu pour sa sévérité artistique. Il choisit ses rôles avec rigueur, refuse toute concession commerciale, se retire parfois pendant des années s'il estime que le cinéma n'est pas à la hauteur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'exile aux États-Unis, mais refuse de jouer pour Hollywood. À la place, il s'engage dans les forces françaises libres, participe au débarquement et obtient la médaille militaire et la croix de guerre. Même en guerre, Gabin refuse de jouer un rôle. Il veut vivre, agir, servir. À son retour, sa carrière connaît des hauts et des bas. Le public évolue, les goûts changent. Certains critiques le considèrent alors comme un vestige d'un autre étant. Mais Gabin, fidèle à lui-même, revient en force dans les années 1950-60 grâce à une série de films policiers et de drames intimistes, notamment Touchez pas au Grisby, Le Clan des Siciliens, Le Président. Il impose alors une nouvelle figure, celle du patriarche lucide, parfois désabusé, mais toujours souverain. Hors caméra, l'homme est tout aussi énigmatique. Peu enclin à la confidence, allergique aux mondanités, il mène une vie de paysan dans sa propriété de Mériel. Passionné par la terre, les animaux, les chevaux de course, il fuit Paris et ses feux de projecteurs. Ses amis sont rares, choisis. Sa parole est précieuse. Lorsqu'il parle de ses pairs, c'est avec une franchise tranchante, parfois blessante, mais lorsqu'il admire quelqu'un, c'est sans détour. C'est pourquoi cette fameuse liste qu'il aurait évoquée en fin de carrière, ces 6 artistes qu'il plaçait au-dessus de tous les autres, intrigue tant. Car pour un homme qui n'a jamais cherché à plaire, ni à flatter, admettre l'influence d'autrui, c'est déjà un aveu d'humilité. Et pour ceux qui l'ont connu, c'est un indice rare sur les émotions qu'il dissimulait derrière cette façade d'acier. Jean Gabin n'était pas qu'un acteur. Il était une époque, une voix, une présence, un roc. Et parfois, même les rocs regardent les étoiles. Les années 1970 approchaient, et avec elles un cinéma français en pleine mutation. Les jeunes réalisateurs prenaient la nouvelle vague, les dialogues s'accéléraient, les structures narratives s'effritaient. Pour Jean Gabin, ce monde devenait étranger. Lui, qui incarnait l'homme silencieux, droit, aux convictions forgées par la guerre et l'expérience, se retrouvait marginalisé, presque dépassé. La presse parlait de recyclage, les producteurs doutaient. Derrière son visage inexpressif, une lassitude sourde s'installait. Il y avait eu les années d'or, celles de La Grande Illusion, de Pépé le Mocco, où Gabin dominait l'écran sans jamais hausser la voix. Mais il y avait aussi eu les années creuses, les rejets, les rôles qui échappaient, et cette douleur qu'il gardait secrète. Ne plus sentir sa place dans un monde qui court trop vite. Certains l'avaient dit froid, fermé, mais c'était un homme blessé par l'évolution d'un art qu'il croyait connaître par cœur. C'est à cette époque, précisément, qu'il commence à parler, plus souvent qu'avant, de ceux qu'il admire.
Pas dans des discours publics, non, mais dans l'intimité d'une loge, dans le coin d'un plateau ou lors d'un dîner champêtre dans sa propriété de Normandie. À ses rares confidents, il laisse échapper quelques noms, quelques souvenirs. Ce ne sont pas des déclarations grandiloquentes, ce sont des murmures, des anecdotes chargées de respect. La première faille remonte à une interview ratée. Un jeune journaliste lui demande s'il a des idoles. Gabin se crispe, évite la question. Mais plus tard, hors micro, il avoue à son assistant « Ils croient tous que je me suis fait tout seul, mais j'ai appris en regardant les autres ». Ce jour-là, il mentionne pour la première fois Édith Piaf. Elle, c'était une voix, mais surtout une blessure à vif. Puis un soir de novembre, en pleine tempête, Gabin confie à sa fille Florence, devant la cheminée, « Il y a des gens, tu les regardes une fois et tu sais qu'ils ne trichent pas. Arletty, elle m'a tout appris sans me le dire. » Ces mots, rares et précieux, marquent le début d'une liste qui allait devenir légendaire. Les noms se dessinent avec les jours. Il ne s'agit pas seulement de talent, mais d'âme. Ceux qu'il cite ne sont pas parfaits, mais profondément humains. Comme lui. Ils portent leurs cicatrices avec dignité. Ils ont traversé les mêmes doutes, les mêmes silences. Ils ont, à leur manière, prolongé son combat, dire la vérité, même lorsqu'elle dérange. Mais cette révélation ne vient pas sans douleur. Car plus il parle de ses artistes, plus il semble s'éloigner de lui-même, comme s'il reconnaissait dans l'ombre des autres ce qu'il n'a jamais pu exprimer ouvertement, sa solitude, son épuisement, son envie d'être compris. L'apparition de Charles Aznavour dans sa liste est, en cela, la plus surprenante. Un chanteur et plus jeune que lui, un artiste d'un autre monde. Pourtant, Gabin le place en haut, et lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond simplement « Lui, il parle aux gens comme j'aurais aimé leur parler ». Cette phrase, prononcée lors d'un dîner discret avec Michel Audiard, marque un tournant. Gabin n'est plus l'icône intouchable, il devient l'homme qui regarde en arrière et reconnaît les autres pour mieux se comprendre lui-même. Une forme de confession silencieuse, une main tendue. Et si cette liste, loin d'être un simple classement, était en réalité une carte de ses émotions enfouies? Chaque nom, une cicatrice, chaque admiration, un miroir. Jean Gabin n'a jamais voulu qu'on le comprenne, mais ce jour-là, en nommant 6 artistes, il a ouvert une brèche dans son armure. Et ce qu'on y a vu, c'était un homme, un vrai. Le moment est venu. Jean Gabin, dans un rare élan de sincérité, dresse une liste que peu de ses proches entendent dans son intégralité et que certains ne découvrent qu'après sa mort. Pas un palmarès figé, mais un chemin de reconnaissance, une carte intime de ceux que, selon lui, avaient incarné le courage, l'art et l'humanité. En 6e position, Marcel Carnet. Jean Gabin ne s'est jamais vraiment entendu avec tous les metteurs en scène, mais Carnet, lui, était différent. Ensemble, ils ont inventé un genre, le réalisme poétique. Quai des Brumes, Le jour se lève, des œuvres où Gabin ne jouait pas, il existait. Il disait de Carnet, il ne me dirigeait pas, il me regardait être. Ce lien créatif a marqué sa vision du cinéma, un cinéma fait de brume, de silence, de fatalité. À ses yeux, Carnet a su montrer le vrai visage de l'homme ordinaire. 5e sur la liste, Édith Piaf. Elle, c'était la voix de la douleur, de la rue, de la vérité nue. Gabin n'a jamais partagé la scène avec Piaf, mais il la voyait comme sa sœur en solitude. Tous deux issus du peuple, marqués par la guerre, les trahisons, les nuits blanches, il ne supportait pas qu'on se moque de ses failles. Il admirait qu'elle transforme chaque cicatrice en chanson. Pour lui, elle ne chantait pas, elle témoignait. En 4e position, Arletty. Leur complicité à l'écran dans Le jour se lève est entrée dans l'histoire. Mais au-delà du jeu, Gabin respectait en elle une forme de liberté brute. Arletty n'a jamais demandé pardon pour être elle-même. Même dans la tourmente de l'occupation, même face à la haine, elle restait debout. Gabin disait « Elle m'a appris qu'on ne doit rien à ceux qui jugent ». Il la voyait comme un éclat d'authenticité dans un monde de faux-semblants. 3e, Jean Renoir, le maître, l'humaniste. Avec La grande illusion, Renoir a offert à Gabin un de ses plus grands rôles. Mais plus encore, il lui a enseigné la tendresse dans le regard. Renoir savait que la guerre, le pouvoir, les classes sociales, tout cela s'efface quand on regarde un homme en face. Gabin, qui n'aimait pas parler de sentiments, disait de Renoir « Il m'a appris à aimer mon prochain sans le dire ». 2e, Michel Audiard. Là, c'était une amitié, une alliance. Le verbe d'Audiard a redonné souffle à Gabin dans une époque qui semblait l'avoir oublié. Il disait « Michel, c'est le seul qui m'écrivait des phrases que j'aurais pu penser moi-même ». Cette fusion entre les mots et le silence, c'était le rare commun. Et enfin, premier,
Charles Aznavour. La surprise, le plus jeune, le plus inattendu. Mais Gabin, pourtant si réservé, trouvait en lui une vérité nue. Il le voyait comme un artisan de l'émotion, un conteur de l'âme humaine. Il admirait surtout son combat. Né pauvre, rejeté, moqué pour sa voix, Aznavour n'a jamais cédé. Gabin confia un jour « Il dit les choses simples, mais il les dit avec une force que je n'ai jamais eue. » Ce fut le seul à qui il écrivit une lettre d'admiration. Cette liste, loin d'être un simple classement, était une déclaration d'amour, un aveu pudique, une dernière façon de dire qu'il n'était pas seul, que même les géants ont leurs étoiles. C'est dans les derniers mois de sa vie que cette fameuse liste a pris une dimension presque testamentaire. Jean Gabin, affaibli par la maladie mais toujours lucide, se replie sur lui-même dans sa maison de campagne à Mériel. Là, loin des projecteurs, il s'entoure des siens, cultive son potager, parle peu mais écoute beaucoup. La parole devient rare, donc précieuse. Un soir d'hiver, dans le salon éclairé à peine par les flammes de la cheminée, sa fille Florence lui demande en riant qui il choisirait pour jouer son rôle au cinéma. Gabin sourit, lève les yeux vers le plafond et murmure « Personne. Mais pour chanter ce que je ressens, Aznavour. » Ce fut la première fois qu'il admit que ses émotions étaient peut-être mieux portées par la musique que par le silence. Quelques semaines plus tard, à la demande d'un ami journaliste de longue date, il accepte une entrevue à condition qu'elle ne soit publiée qu'après sa mort. Ce jour-là, il parle avec lenteur, choisit ses mots comme s'ils étaient des pierres précieuses. Et c'est là qu'il dévoile à nouveau ses 6 noms dans l'ordre exact. À la fin, il ajoute simplement « Ces gens-là, je leur dois plus que je ne pourrais jamais dire. » Mais le moment le plus touchant survient après sa disparition, le 15 novembre 1976. En triant ses affaires, ses enfants découvrent dans un tiroir du bureau une enveloppe scellée. À l'intérieur, une feuille pliée en 4, jaunie par le temps. En haut, au stylo bleu, il a écrit « Ceux qui m'ont inspiré à être plus qu'un acteur ». Suivent les 6 noms accompagnés chacun d'une courte phrase manuscrite. Pour Aznavour, il note « Il chante ce que je n'ai jamais osé dire ». Ce document n'a jamais été publié dans son intégralité, mais selon son fils adoptif, ce fut l'unique moment où mon père a vraiment montré qui il était à l'intérieur. Une vulnérabilité cachée sous des couches de pudeur, de rigueur et de silence. Cette fin inattendue, loin des plateaux de tournage et des honneurs officiels, révèle un Gabin que le public connaissait peu. Non pas l'icône, mais l'homme. Un homme capable d'admiration, de gratitude et surtout de tendresse silencieuse. Un homme qui, après avoir traversé la guerre, le cinéma, la solitude et la gloire, a trouvé dans quelques voix, quelques plumes, de quoi apaiser ses tempêtes intérieures. Et peut-être est-ce cela le plus bouleversant, savoir qu'au crépuscule de sa vie, Jean Gabin n'était plus seulement le pilier inébranlable du cinéma français. Il était lui aussi un spectateur émerveillé. Jean Gabin n'a jamais cherché les applaudissements. Il les recevait, certes, mais sans sourire, sans courbette. Jusqu'au bout, il est resté fidèle à une certaine idée de dignité, celle de se taire quand les autres crient, celle de marcher droit quand le monde chancelle. Pourtant, à la toute fin, c'est par des mots simples qu'il a offert son plus bel adieu. En rendant hommage à 6 artistes, il a inversé les rôles. L'icône est devenue admirateur, le maître est devenu disciple. Et dans cette bascule silencieuse, c'est toute la fragilité humaine qui s'est révélée. Car, chers téléspectateurs, peut-être que le véritable courage, ce n'est pas de dominer une scène, mais de reconnaître qu'on a été soi-même porté par les autres. Aujourd'hui encore, les films de Gabin nous parlent, mais désormais ces silences résonnent différemment. Ils contiennent les voix de Piaf, les regards d'Arletty, les mots d'Audian, les refrains d'Aznavour. Et vous, dans votre vie, qui sont ces artistes ou ces êtres qui vous ont donné la force d'avancer, de résister, de croire en quelque chose de plus grand que vous? Car derrière chaque légende, il y a toujours une inspiration cachée.